Alors, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Wan. Heureuse de vous retrouver encore une fois pour le dernier numéro de notre podcast Face à l'expert. Et aujourd'hui, donc, on a une thématique qui est très intéressante, qui est très d'actualité aussi, mais on en reviendra. Mais avant tout, moi, j'aimerais vous redonner la parole pour que vous vous présentez pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Vous avez la Bonjour parole, Monsieur docteur, Wan. bonjour docteur Naïpakissa, mille égards à vous, heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle émission. Je m'appelle Mohamed Doudouane, je suis juriste de formation, expert garde STA. Je suis à votre entière disposition pour les questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup, Monsieur Wan, et encore merci pour votre disponibilité et votre engagement au Gare PSTA. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est pourquoi les politiques sociales peinent à produire des résultats durables au Sénégal. C'est un thème d'actualité, c'est un thème qui nous intéresse. Hein. On va partir du cas du Sénégal pour vraiment réfléchir sur les facteurs structurels susceptibles d'expliquer, on va dire, cette sorte de voilà on va pas parler tout de suite d'échec, hein, parce que je vous demanderai d'apprécier justement l'état de ces politiques-là, mais on va plutôt parler d'un certain blocage. Alors, dans un premier temps, je vous demanderai, Monsieur Wan, quelle appréciation est-ce que vous faites vraiment de l'état actuel des politiques sociales au Sénégal? Merci docteur Naïpakissa. Je vais d'abord définir ce que c'est que les politiques sociales. Les politiques sociales, c'est des mesures cohérentes et coordonnées en vue d'influencer un secteur d'activité déterminé et dont la finalité est aider les citoyens. Donc, aider les citoyens. Donc, après cette définition, je voudrais parler de trois éléments, trois facteurs qui font que les politiques sociales ont du plomb au Sénégal et plus particulièrement, et aussi en Afrique, il faut le dire, du plomb. Donc, c'est des politiques sociales qui sont en difficulté, donc qui sont mal en point, pour essentiellement trois facteurs. D'abord, il y a le fait que ce qui est pointé du doigt, c'est le système. Normalement, il doit y avoir une gouvernance démocratique. Mais malheureusement, au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a ce qu'on appelle le système qui est pointé du doigt. Le système, donc, on peut le définir comme étant un fonctionnement pathologique de l'État. Un fonctionnement pathologique de l'État qui est fondé sur l'accaparement, sur le clientélisme, sur la corruption, sur le détournement des deniers publics, en deux mots, sur la malgouvernance. Donc, d'abord, c'est la malgouvernance qui explique tout simplement l'échec des politiques sociales au Sénégal et en Afrique. D'abord. Ensuite, on a quoi? On a des politiques sociales qui sont désincarnées, c'est-à-dire qui n'ont aucune prise avec les réalités sociales. Donc, c'est des politiques sociales inadaptées. Et donc, là aussi, c'est très difficile d'avoir des politiques sociales inadaptées et à côté d'avoir des résultats probants. Ce n'est pas possible. Il y a une asymétrie. Enfin, l'autre facteur qui explique l'échec des politiques sociales, c'est les crises politiques. Les tensions politiques. Donc, ces tensions politiques-là vont être vraiment un facteur dirimant pour que les politiques sociales puissent être à portée de main des Sénégalais. Quand je parle de crise politique, à la veille des élections, après les élections, on a toujours en Afrique des tensions politiques. On a des tensions politiques. Au niveau du climat social également, il y a toujours une ébullition avec les syndicats qui passent tout le temps à enclencher des mouvements de grève. Donc tout cela, mis l'un dans l'autre, c'est ça qui explique brièvement l'échec des politiques sociales au Sénégal et particulièrement en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Wan, donc, pour cette appréciation de l'état actuel. Alors là, vous évoquez une notion sur laquelle je voudrais qu'on revienne un peu, la notion de système, et vous l'avez qualifié de pathologique. Alors, un système pathologique, c'est un système dysfonctionnel, et pour vous, c'est un des facteurs qui explique un peu, là, disons, cette problématique-là qu'on observe au niveau des politiques sociales au Sénégal et généralement de façon plus globale en Afrique. Alors, ce système, comment est-ce que vous le définissez en fait? Quelles sont les principales caractéristiques de ce système? Quels sont les acteurs qui composent ce système et quelles sont les relations quand ils entretiennent en fait? Moi, j'aimerais vraiment que vous nous dites ce que vous appelez système. Cette notion-là, ça recouvre quoi selon votre entendement? Oui, le système, c'est l'antonyme de la gouvernance démocratique. Donc, c'est une gouvernance qu'on peut appeler de gouvernance vraiment partisane ou de gouvernance vraiment patrimoniale. Donc, c'est cette gouvernance-là qui dévie la ligne vraiment de la justice sociale. Tout le monde sait que les politiques sociales ont comme viseur la justice sociale.
Donc, le système a ses acteurs. C'est des élites politiques, c'est des élites religieuses. Et il y a même des éléments, des corps étrangers donc, qui sont des suppôts, donc, qui apportent le soutien. Donc, ce système-là, on l'a hérité de la colonisation, en fait, de cette gouvernance antidémocratique-là. Donc, l'Afrique n'a pas vraiment pu réaliser une décolonisation dans la forme de la gestion vraiment précédente, c'est-à-dire dans la forme de la gestion initiale des colons. On est toujours, en tout cas, c'est le noir qui a remplacé le blanc, tout simplement. Et c'est ça qui continue toujours. Et dans tous les pays africains, c'est cela, malheureusement. Donc ce système-là ne permet pas l'épanouissement de politique sociale. Parce que les ressources financières sont pratiquement siphonnées par ces élites-là, élites politiques, élites religieuses, donc des acteurs. Et ce système-là, c'est un système hideux, c'est un système tentaculaire. Donc il y a beaucoup d'acteurs. On perdrait notre temps à énumérer tous les acteurs de ce système-là. Et ce système-là n'est pas spécifique au Sénégal. Hein. C'est un système qui prévaut dans la plupart des pays africains. Hein, parce que cela pose la question de la gouvernance démocratique. Le système pose la question de la gouvernance démocratique. Il me semble, pour avoir des politiques sociales vraiment bien filtrices, il faut se départir de ce système-là. Il faut démanteler ce système-là, qui n'est pas propre au Sénégal. Excellent. Alors, oui, alors là, on comprend comment vous définissez le système. Là, on voit les acteurs, les différentes dimensions, les composantes et même les relations que les acteurs entretiennent entre eux. Compte tenu de cet état des lieux que vous faites, alors moi, ma question, celle qui me vient vraiment tout de suite à l'esprit, c'est par quels moyens remplacer ce système qui semble dysfonctionnel, ce système que vous qualifiez de pathologique, par un système qui fonctionne bien et qui est susceptible justement de permettre à la mise en place, à la réalisation de politiques sociales réellement transformatrices? La panacée, elle est toute simple, c'est la transparence. Il faudrait une gestion transparente. Comme disait l'autre, il faudrait une gestion sobre et vertueuse. Il faudrait une gestion inclusive. Les femmes, les jeunes, tout le monde doit avoir droit au chapitre dans l'élaboration des politiques sociales. Donc il faut se départir de la gestion solitaire. Il faudrait que l'intérêt général soit mis en avant, soit porté au pinacle. Il faut une gouvernance éthique. Donc il faut substituer à ce système-là une gouvernance éthique. Et cela doit être une exigence populaire, des masses populaires africaines. Il faut que les masses populaires africaines exigent une gouvernance juste, une gouvernance vertueuse, une gouvernance sobre, une gouvernance démocratique. À la lumière de ce que, par exemple, l'ancien président uruguayen a fait, José Mujica, on appelle Pepe Mujica, qui a fait preuve d'immunité, qui a fait preuve de modestie, qui a renoncé à 90% de ses salaires. Voyez bien. Donc, même en Malaisie, le docteur Malaisie, le premier ministre malaisien, l'ancien premier ministre malaisien, Mahathir, Mohamed Mahathir, je crois qu'il s'appelle comme ça, si je ne m'abuse. Donc, il a révolutionné ce pays-là. Par une gestion sobre, une gestion vertueuse. Il me semble que c'est les présidents qui sont issus des couches populaires qui ont cette fibre vraiment sociale. Il faudrait aussi qu'en Afrique, on aille vers cela. À la place des régimes où on a la plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement des riches. Parce que vous voyez, des gouvernants où le président est milliardaire, le premier ministre est milliardaire. Ça, c'est la plutocratie. C'est-à-dire un système détenu, où le pouvoir est détenu par des riches. Cela ne permet pas de mettre en place des politiques sociales transformatrices. Voilà ce que je pouvais dire. Excellent. Alors, l'appréciation que vous faites, elle est pertinente de la situation. Hein. Vous le dites avec des mots justes. Alors, moi, ma question, une autre question aussi qui me vient à l'esprit, c'est vous semblez dire que c'est une volonté politique, elle est importante pour justement impulser, on va dire, ces politiques sociales-là, celle de toute façon, celle que nous attendons. Alors, juste de mon point de vue, on a remarqué depuis quelque temps quand même un changement de régime démocratique parfois bon, peut-être non démocratique, mais en tout cas, on voit un vent de changement au niveau, surtout au niveau de la sous-région ouest africaine. Alors, est-ce que pour vous, compte tenu de tout, qu'est-ce que vous venez de dire, est-ce que c'est un présage que, voilà, c'est le début, on va dire,
d'un nouveau paradigme, on va dire. C'est le début d'une nouvelle conception. Est-ce que finalement on peut être optimiste, hein, puisqu'il y a changement en tout cas du point de vue politique. On voit que les systèmes politiques changent, en tout cas les dirigeants politiques changent. Est-ce que ce changement-là évoque ou alors présuppose une forme, disons, de changement également dans la façon de gouverner, dans la façon de diriger, de mettre en place des politiques sociales qui vont réellement impacter les populations dans le sens que nous souhaitons tous. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est des bons présages pour vous? Parfaitement, docteur. On a au niveau de la sous-région un changement au niveau du personnel politique qui est important. Parce que c'est un personnel politique qui oriente le cap vers l'inclusion, vers la justice sociale, vers le bien-être des populations. Donc aujourd'hui, on a un nouveau paradigme. On a des jeunes dirigeants au niveau de la sous-région qui font une option sur le bien-être des populations, qui font une option sur la gestion sobre et vertueuse. Il me semble que c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas s'arrêter aux hommes simplement. Il faut s'arrêter également au système, comme je vous l'ai dit. Le système, il est tué. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez en aller. Les acteurs également ont des intérêts à protéger. Donc, c'est vrai que le changement de régime peut induire un changement en matière de promotion de politique sociale, mais il faudrait que aussi les populations à la base s'approprient ces politiques sociales-là et voient au chapitre, c'est-à-dire s'impliquent effectivement dans l'élaboration des politiques sociales, parce que ces politiques sociales leur sont destinées. Donc, c'est le bon vent qui souffle en Afrique, c'est qu'on a des jeunes dirigeants imbus et pétris de qualité humaine, de qualité de justice, de vertu, et qui peuvent, il me semble, en tout cas promouvoir des politiques sociales fondées sur la justice, fondées sur l'équité, fondées sur l'égalité. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudrait qu'on ait une certaine oxygénation. Il faut une oxygénation de la sphère sociale africaine. Oxygénation de la sphère sociale africaine, par quel moyen? Par le moyen de l'inclusion, par le moyen de l'équité, par le moyen de la justice. Il me semble aujourd'hui, on va vers cette direction-là. C'est une bonne direction que d'y aller. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Alors, actualité oblige, on parle de politique sociale et là, depuis quelque temps, il y a au Sénégal là, une crise, la crise des bourses. Alors, il s'agit là d'un mécanisme, hein, d'un dispositif dans les politiques sociales liées à l'éducation qui a connu des hauts et des bas. Bon, on ne va pas y revenir, mais juste, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'aimerais vraiment connaître votre appréciation de cette crise-là qui peut démontrer un peu aussi une sorte de défaillance hein, des politiques sociales aussi transformatrices. Alors, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, docteur. Vous savez qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Les politiques sociales ont un coût. Hein? Les politiques sociales n'ont pas de prix, mais elles ont un coût. Il faut dire que le problème ne remonte pas, ne date pas d'aujourd'hui. Le problème de Network, il a presque attribué les bourses à tous les étudiants, alors qu'on n'avait pas les moyens de le faire. C'est ça qui nous poursuit aujourd'hui. Or, il faut avoir des politiques sociales calquées sur nos moyens. Donc, en tout cas, couronnées à nos moyens. On ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens. Un père de famille ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens. Un État ne peut pas vivre au-dessus. Il faut dire la vérité aux étudiants. Tous les étudiants ne peuvent pas bénéficier de bourses. C'est impossible. Hein? On n'a pas les moyens. Malheureusement, les politiciens n'ont pas ce courage-là, n'ont pas cette audace-là de dire frontalement au peuple les vérités. Il faut cracher les vérités. Les étudiants, tous les étudiants de ces pays-là ne peuvent pas bénéficier de bourses. C'est impossible. On n'a pas une économie qui puisse nous permettre ça. Déjà, le FMI a retenu ses billes. Déjà, le FMI ne nous finance plus. Hein? Au niveau du Sénégal, il est difficile de mobiliser une épargne pour avoir des levées de fonds. Voyez bien. Donc, cette politique sociale-là était une politique sociale qui n'était pas mûrement réfléchie. Hein? C'est le président Wade qui a vraiment enclenché ces... Nous sommes en train de vivre les affres d'une décision qui n'a pas été mûrement réfléchie. Et il faut dire que le problème du financement des politiques sociales se pose. C'est un problème crucial. Donc, comment financer les politiques sociales? Hein? Est-ce qu'avec les ressources endogènes seulement, on peut financer les politiques? C'est impossible. Et tout le problème du gouvernement sénégalais, c'est ça.
Le FMI a retenu ces billes, c'est faux. Hein? On est presque vraiment coincés. Nous sommes coincés. Hein? Il faut dire la vérité. Vraiment, les politiques sociales posent le problème de financement en Afrique. Donc, ce qui questionne les politiques sociales, c'est le financement. Hein? L'insuffisance des capitaux. Parce que nous sommes, dans la plupart des pays africains, nous sommes dans des pays pauvres, très endettés. Et tout le monde sait que la dette est au cours d'étranglement. Hein? Quand vous avez la dette que vous devez payer, c'est la dette que vous devez payer. Une dette intérieure, une dette extérieure, des salaires à payer, hein, des services publics à faire fonctionner. Et en même temps, vous voulez donner la bourse à tous les étudiants. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on en revienne à plus de parcimonie. Il faudrait gérer un bon père de famille, hein, et dépenser vraiment le strict minimum, hein, tout en développant des politiques sociales qui soient profitables pour trouver un juste équilibre. Alors, je ne suis pas très d'accord avec vous sur ce point-là. C'est votre point de vue que je respecte parce que, oui, on peut comprendre que, et vous l'avez dit, les politiques sociales ont un coût, mais ils ont également des bénéfices. Et je pense que c'est là où, de mon point de vue à moi en tout cas, hein, et ma position par rapport à ça, c'est que quel que soit le coût qu'il faudrait payer pour les politiques sociales qui vont participer aux transformations structurelles, l'État doit être capable de trouver les moyens, hein, pour justement être en mesure d'y faire face. Et qu'il s'agisse donc de l'éducation, la santé, c'est les piliers du développement. C'est pas des investissements à perte, c'est des investissements qui sur le capital humain. Et le capital humain, c'est au fondement du développement. Le capital humain impulse la productivité. Le capital humain, c'est vraiment les conditions, ça fait partie des conditions, on va dire, du développement. Et donc, pour moi, en tout cas, je respecte votre point de vue, mais pour moi, je considère que la position justement du président Wade, c'était une position qui était quand même assez courageuse, et vous l'avez dit, de consacrer 40% du budget national alors que les institutions de Bretton Woods étaient tout à fait contre ce point de vue. Et je pense que c'est une des raisons, peut-être, pour ne pas rentrer dans la politique, mais c'est une des raisons qui a expliqué un peu le désamour après qu'il y a eu entre lui et les institutions du financement international. Mais c'était son choix, en dépit du fait qu'il soit libéral, d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé aussi à travers un certain nombre de mécanismes. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, hein, je respecte votre point, mais je le partage vraiment pas. Je considère que les dirigeants actuels devraient être en mesure de chercher le financement adéquat pour vraiment persévérer dans cette direction-là qui c'est vraiment fondamental parce que on l'a vu, hein, même dans d'autres pays, vous avez fait donner l'exemple de pays asiatiques, quelle que soit la doctrine, quel que soit le contexte, que ça soit dans une perspective libérale ou pas, les choix d'investir sur le capital humain, c'est toujours des choix qui sont productifs. On a l'exemple des dragons asiatiques, on a le Singapour et tout, voilà. Donc moi, je tenais vraiment à vous dire mon point de vue par rapport à cette actualité-là. Donc voilà, tout en respectant aussi votre perspective de vue, hein, c'est toujours important. Je pense que c'est même le sens même de la discussion et du débat. Alors donc, Monsieur Wan, moi maintenant, ce que j'aimerais vous demander, hein, pour un peu en guise de conclusion peut-être, c'est est-ce que vous, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste par rapport à l'évolution de ces politiques, de nos politiques sociales là, au niveau du pays? Docteur, j'aimerais que vous me permettiez de repréciser ma pensée par rapport à l'allocation des bourses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accorder les bourses aux étudiants, mais il ne faut pas faire une attribution universelle. C'est-à-dire que tous les étudiants ne peuvent pas bénéficier du ça. Parce que le budget ne le permet pas. Ce qu'on peut faire, c'est permettre à des étudiants d'avoir du travail.
pour financer, pour autofinancer leurs études. Là, je suis d'accord. Mais que l'État du Sénégal daigne donner à tous les étudiants une bourse, je crois que vraiment, ça ne colle pas avec mes convictions. Parce que moi, je suis un libéral. Ouais, ça ne colle pas avec mes convictions. Maintenant, pour en revenir à l'évolution, par exemple, je suis particulièrement optimiste. Je crois que vraiment, l'Afrique a la possibilité de dérouler des politiques sociales, qui soient des politiques sociales transformatrices. Mais il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est former les jeunes, réarmer moralement les jeunes, réarmer moralement les jeunes, inculquer aux jeunes l'amour de la patrie, l'amour du travail bien fait, le respect de la loi, le respect du bien public. Donc il faut réarmer moralement les jeunes. Non seulement il faut réarmer moralement les jeunes, mais il faudrait aussi former les jeunes aux techniques, vraiment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout en l'IA. L'IA est un formidable moyen pour l'Afrique de rattraper son développement, mais à condition d'avoir des jeunes qui aient la capacité d'analyse, d'accord, qui aient l'esprit critique et qui peuvent faire tout simplement, qui ont une capacité d'adaptation. Voilà les raisons qui font, les conditions qui font mon optimisme. Je suis vraiment particulièrement optimiste pour le devenir de l'Afrique, surtout qu'on a un dividende démographique, le fameux dividende démographique, qui est un facteur qu'on peut utiliser pour développer. Merci beaucoup, Monsieur Wan, pour donc cette conclusion vraiment sur des airs très optimistes. Hein. C'est ce que nous aimerions tous. Maintenant, les voix peuvent différer. Les voix peuvent différer et c'est justement toute la richesse. Hein. C'est toute le fondement d'un débat, c'est vraiment toute cette contradiction-là. Ce qui est important, ultimement, je pense qu'on se retrouve sur les vœux ultimes, c'est de voir que ces politiques-là puissent vraiment avoir des effets, hein, des effets structurants sur les populations, puisque bon, le constat de départ, c'était ça, même notre questionnement de départ, c'était c'est de s'interroger sur l'espèce de statu quo qu'on observe au niveau des politiques sociales transformatrices, notamment au Sénégal. Alors, encore une fois, merci beaucoup vraiment pour votre implication, votre disponibilité hein, depuis le lancement des activités du GAR PSTA. Vous êtes avec nous et aujourd'hui, ça va être le dernier numéro donc de ce podcast de l'année. On va donc vous souhaiter par anticipation nos meilleurs vœux pour l'année 2026 et puis bon, avec une nouvelle programmation également et je vous laisserai le dernier mot de la fin. Merci à vous aussi par anticipation, Dr Naïpatar. J'ai été agréablement heureux de discuter avec vous pendant tout ce temps-là. J'espère que nos discussions sont profitables au public qui nous suit. Vraiment, ces moments-là ont été des moments de réflexion intense, vraiment, et j'en suis fier. Merci. Merci beaucoup. Et puis à 2026. À 2026, Inch'Allah. Inch'Allah, merci.